Karine Buriez, bonjour. Bonjour Thierry. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous recevoir dans le cadre de ce projet de décrypter et d'améliorer ses compétences en leadership oral. Et Mhm. vous faites partie de ces compétences et de cette expertise qui va nous permettre de comprendre, peut-être même de nous améliorer et d'avoir quelques astuces. Alors, pour vous présenter rapidement, vous êtes une super experte de la communication du comportement. Vous êtes aussi formatrice en intelligence émotionnelle et situationnelle. Ce qui veut dire par là, c'est que vous vous intéressez évidemment aux neurosciences et aux sciences du comportement. Alors, première question que je voudrais vous poser, c'est d'abord justement, qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence communicative émotionnelle? Alors Thierry, quand on communique, on est au moins deux, hein. Donc moi qui par exemple dois faire passer un message, communiquer un message, voilà, que ce soit avec auprès d'un petit groupe ou auprès d'un plus grand groupe, et ou même d'une seule personne. Et puis il y a aussi donc la personne qui va recevoir mon message ou le groupe qui va recevoir mon message. Alors quand on parle d'émotion là-dedans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intelligence émotionnelle là-dedans, c'est moi, je vais faire attention à moi dans quel état émotionnel je suis déjà quand je communique. Parce que finalement, tout ça, quand je communique pas forcément des mots. En fait, je communique aussi mon émotion. Donc, c'est important que je puisse reconnaître au moment où là, par exemple, je suis en train de vous parler, Thierry, quelles sont mes émotions, dans quel état je suis. Juste de faire déjà cet arrêt là sur image, dans quel état je suis, que j'en sois conscience pour pouvoir effectivement, derrière, être conscient aussi de ce que je peux projeter. Donc ça, c'est la première chose. Mais il faut aussi que je porte un regard sur l'état émotionnel de la personne qui va recevoir mon message. Vous savez que par exemple, je ne sais pas si je participe à une réunion et que je suis en colère, la personne qui va me parler, je vais recevoir son message d'une certaine manière à travers ma colère. Peut-être que je vais d'ailleurs pas tout entendre. Peut-être que je vais entendre une partie de son message ou entendre ce que je veux bien comprendre de son message, par exemple, parce que je le vois sous le filtre de ma colère. Donc si moi, Karine, je suis en situation de communication, c'est important que je repère dans quel état émotionnel sont les personnes à qui je communique. Parce que du coup, je vais devoir m'adapter aussi à cet état émotionnel. Est-ce que c'est voilà, des personnes qui on sait jamais, sont plutôt calmes, sereines, plutôt enthousiastes? Ou alors est-ce que je ressens de la colère, que je perçois peut-être une certaine anxiété, que je perçois un certain découragement, ou je peux même percevoir une tentative délibérée de me déstabiliser. Ça peut arriver. Alors on voit bien au travers de ce que vous dites, Mhm. Karine, que finalement, il se passe beaucoup de choses au moment de prendre la parole. Et je pense notamment à tous les collaborateurs, les managers, les cadres, les membres du COMEX, du CODIR, enfin bref, les patrons. Je pense à tous ces gens-là qui, au quotidien, évidemment, sont confrontés à cette prise de parole et à cette gestion du quotidien, que ce soit pour de simples entretiens, et puis parfois pour de très grands entretiens, type grande réunion. Euh, voilà, pour les grandes entreprises, devant 2, 3, 4, 5 000 personnes. Donc ça peut être très difficile à gérer. Mais si je comprends bien ce que vous dites, et qui va dans le sens de la prise de parole en public, c'est qu'il y a un phénomène à la fois émotionnel, il y a aussi un phénomène de je veux dire quelque chose, et puis il y a ce que l'autre voit, notamment au travers de ma posture, de ma gestuelle, de mes mimiques. Est-ce que c'est bien cela? Tout à fait. Et on dit même qu'on perçoit beaucoup plus le non-verbal que le verbal. Donc, et le non-verbal, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est comment je me comporte et aussi comment se reflètent mes émotions. Alors justement, comment être, Et excusez-moi, je coupe la parole, mais comment être plus conscient de ses émotions et de sa posture pour agir dessus et être avec un nouveau mot à la mode qu'on appelle la congruence. alors, il y a deux choses dans votre question, Thierry. Comment être plus conscient? Déjà, essayer de prendre ce temps pour soi, avant la réunion, même avant la prise de parole en public, de me dire, OK, dans quel état je suis maintenant? Qu'est-ce que je ressens là, maintenant? Avec bienveillance, bienveillance pour soi, de tout ce qui peut arriver, mais prendre ce moment-là.
s'exercer à prendre ce moment-là. Hein, donc, plus on le fait, et plus on va devenir conscient de ça. Hein, et plus on le fait, et plus, même pendant ma prise de parole en public, je vais voir que je vais avoir des émotions qui peuvent varier. Mais si je porte aussi un regard autant sur moi que sur les personnes à qui je communique, je vais m'exercer et ça va devenir de plus en plus fluide. Après, Thierry, vous m'avez parlé de congruence. Alors, la congruence, finalement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on entend par là, par congruence? Donc, quand je parle, là, j'ai des pensées qui me viennent. Hein, donc, ça peut être des pensées, voilà, je suis totalement dans mon histoire et je vis totalement mon histoire. Voilà. Et puis, ça peut être d'autres pensées. Ça peut être, tiens, finalement, est-ce que le public reçoit bien mon message? Est-ce que là, Thierry, il n'est pas du tout en train de penser à autre chose quand je lui parle? Est-ce que mon message va être bien reçu ou peut-être que non, je sais bien, puis j'ai pas bien préparé mon message, j'ai pas bien préparé ma communication, ça va pas bien. Voilà, tout ce type de pensées qui peuvent venir. À côté de ça, j'ai aussi des émotions. Hein, donc je suis sereine, ou au contraire, tiens, à un moment j'ai un peu peur, ou au contraire, tiens, il y a un comportement qui va me mettre en colère. Voilà. Et puis je vais avoir aussi des comportements. Par exemple, là, je suis en train de faire des gestes. Ça fait partie de mon comportement. Et en fait, ce qu'on sait de la psychologie, c'est que nos pensées, nos émotions et nos comportements sont alignés spontanément. Spontanément. C'est ça qu'on appelle en fait c'est une congruence naturelle en fait. Hein, si on fait le petit exercice, par exemple, chacun d'entre vous peut faire ce petit exercice. Juste là, en ce moment, vous regardez la vidéo, de sourire, voilà, vous souriez. Et puis, vous vous dites, vous pouvez même le dire tout haut, c'est nul ce que je fais là, je ne sais pas, c'est nul cette séance, je ne sais pas ce que je fais là. C'est nul cette vidéo. Moi, vraiment, je ne sais pas pourquoi je la regarde, cette vidéo. Vous voyez là, même moi, j'arrive pas bien à le faire. C'est-à-dire que mon sourire, il est un peu faux quand même. Ouais, et ça, on peut le percevoir. C'est ça que vous appelez la congruence. Je voudrais avancer, Karine, dans notre échange, parce qu'il y a aussi un sujet fort dans l'accompagnement que je fais auprès des différents publics d'entreprise. C'est la gestion de la peur. La question que je vois et qui brûle les lèvres de tous mes interlocuteurs, souvent au moins 9 fois sur 10, et les études montrent que grosso modo 90% des gens ont peur, à des degrés différents évidemment, mais ont peur de prendre la parole devant un public. À quoi c'est dû? Alors déjà, je voudrais dire c'est normal. Voilà. C'est normal, pourquoi? Parce que la peur, c'est une réaction instinctive de notre cerveau pour nous protéger. On a le même cerveau que, enfin, pas entièrement, heureusement, mais on a des parties de notre cerveau qui sont très ressemblantes avec le reste des animaux. Hein. Oui, vous me rassurez quand même. Vous me rassurez, Karine. Voilà. et l'une des fonctions, de notre cerveau, c'est de nous protéger, c'est d'assurer notre survie individuelle. Et quand vous regardez des reportages animaliers sur une petite gazelle, voilà, qui est dans la brousse et qui d'un seul coup voit un lion arriver, vous voyez la petite gazelle qui va s'enfuir. La petite gazelle, en fait, qui s'enfuit pourquoi? Parce qu'elle a peur, et donc sa peur la protège, va lui sauver la vie. Hein. Elle va s'enfuir, ça va lui sauver la vie. Notre cerveau réagit de la même manière, c'est-à-dire que il va percevoir un danger qui n'est pas un danger de mort, la plupart. Heureusement, quand on prend la parole en public, on n'est pas en danger de mort, mais notre cerveau ne va pas faire la différence. Il va juste percevoir que peut-être ça va mal se passer, que peut-être ça ne va pas se passer comme prévu. Et ça va l'inquiéter. Et donc, il va avoir cette réaction de peur. En fait, voilà. C'est juste pour ça qu'on a peur. Hein. Alors maintenant, peut-être vous allez me dire, oui, mais maintenant, je fais quoi avec ça? Maintenant que je sais que c'est normal. Alors, attendez, je vous pose la question, Karine. Alors, maintenant, je fais quoi, sachant tout ça? Alors, faut savoir que 80% de notre peur vient c'est une anxiété d'anticipation. On va imaginer des choses qui ne vont pas spécialement arriver, mais alors on va s'imaginer plein de choses. Et ça va augmenter notre peur. Hein. Alors on peut essayer de mettre du rationnel là-dedans. C'est-à-dire que quand on va préparer sa prise de parole en public, on peut prendre une feuille de papier et on va noter toutes nos peurs. Par exemple, j'ai peur qu'il y ait des problèmes techniques. J'ai peur qu'on me contredise. J'ai peur que l'assistance n'écoute pas. J'ai peur qu'on me pose des questions auxquelles je ne sais pas répondre, etc., etc. Et puis après, je peux faire une colonne à côté. Je vais mettre quel est finalement le pourcentage de chances que je pense que ça va arriver.
Ok, problème technique, bah, je dis, bah, je sais pas, 20%. Qu'on me contredise, bah, non, finalement, parce que finalement, je les connais, ces personnes, et je pense que ça va, voilà, ça va bien se passer. Donc, 5%. Voilà. Donc déjà, on va mettre de la rationalité là-dedans. Et puis après, bah, comment je peux faire pour me préparer pour éviter que ça arrive, hein. Donc voilà. Et puis si ça arrive, je fais quoi? Donc là, je mets beaucoup de rationalité et puis je me prépare aussi à des éventualités. Je vais rassurer cette partie de mon cerveau qui me dit attention, il y a des dangers, attention à tout ce qui peut se passer. Je vais lui dire non mais ok, donc j'ai bien vu toute cette liste de potentiels, de choses potentielles qui peuvent arriver. Bah, finalement, peut-être que je me dis qu'elles n'ont pas beaucoup de chances d'arriver. Et si elles ont beaucoup de chances d'arriver, bah, je vais faire en sorte qu'elles n'arrivent pas, je vais me préparer. Et si jamais elles arrivent, je saurai quoi faire à ce moment-là. Alors, on vient de Ça, voir, déjà, ça apaise beaucoup. ça apaise beaucoup, on vient de voir l'importance de la préparation, évidemment. On n'est pas là pour détailler étape par étape, parce que tout ça nécessite un accompagnement, de la formation pour s'améliorer, évidemment. Donc on donne juste comme ça quelques indications, mais ce que vous dites est top pour déjà se dire, tiens, c'est vrai qu'on a tendance toujours à imaginer. Rappelez aussi que le cerveau conscient et inconscient, lorsque le cerveau inconscient imagine quelque chose, il a tendance à le considérer comme normal et hyper conscient, comme si c'était la réalité. Alors, je voudrais qu'on avance, il nous reste quelques minutes. Euh, Quand on est en situation maintenant, prenons le cas d'un manager qui est face à ses 10, 12 collaborateurs et il doit animer sa réunion. Et comme vous venez de le décrire, Karine, il a cette sensation voilà, d'être pas complètement à l'aise et de se demander si ce qu'il est en train de raconter est pertinent, intéressant et ainsi de suite. Je vois souvent d'ailleurs des managers qui s'interrogent sur la deuxième partie de la réunion qui consiste souvent à donner la parole aux collaborateurs. Et souvent, quand ils posent la question de savoir si certains ont des questions à poser, très souvent, personne ne lève la main, en tout cas, personne ne se manifeste. Euh, Comment vous pouvez là nous répondre à cette question-là? C'est-à-dire comment on peut tout de même intérieurement se dire mais ce n'est pas grave et ne commence pas à interpréter quelque chose qui n'est peut-être pas la réalité. Ils n'ont peut-être tout simplement pas envie de poser des questions, mais peut-être que le sujet est pertinent. Peut-être que le manager a été hyper clair en réalité. Bah, déjà, ce que vous avez dit, Thierry, c'est déjà important. C'est déjà se dire, peut-être que ce n'est pas la réalité. Ce que je pense n'est peut-être pas la réalité. Qu'est-ce que je pourrais penser d'autre? Quelles hypothèses je pourrais avoir d'autres? Être beaucoup plus curieux de la situation, en fait. Curieux de... tiens, ben, je vais apprendre à vraiment regarder comment est la personne en face de moi. Quel regard elle a? Quel sourire elle a ou pas? Est-ce qu'elle est plutôt affaissée, plutôt le corps redressé? Voilà, je vais essayer d'ouvrir, en fait, d'imaginer que je suis comme, on va dire, comme un martien qui arrive, voilà, dans la réunion, qui ne connaît rien, ni personne. Et donc, je vais ouvrir ma curiosité. En fait, on a deux façons de penser. On a une première façon qui est très automatique et qui est très simplificatrice et qui est très dans nos certitudes, aussi dans l'image sociale qu'on peut projeter. Hein. On fait attention effectivement à ce qu'on va dire, à ce qu'on va faire, parce qu'on a peut-être un peu peur de la façon dont on va être perçu. Donc ça, on appelle ça, c'est notre mode mental automatique. Notre mode mental automatique, très, très utile pour plein de choses, mais effectivement, quand on est dans une situation où on est plutôt en inconfort, hein, parce que là, ce que vous me décrivez, c'est un peu d'inconfort, en tout cas, hein, au niveau de l'esprit, il va falloir activer une autre partie de notre cerveau qui s'appelle le mode mental adaptatif, où là, on va être beaucoup plus curieux, c'est-à-dire finalement, quelles sont les opinions des autres, ok, accepter aussi que parfois les opinions de mon auditoire, ce ne sont pas les mêmes que les miennes. Tiens, il se passe ça, ah, ok, je le prends, j'accepte, c'est comme ça, je vais faire avec, hein, je vais faire avec ça. Je vais être beaucoup plus dans la nuance, plutôt que de dire toujours, jamais. Je vais plutôt être dans relativement, environ, hein, employer aussi ces mots-là qui vont aussi ouvrir mon auditoire, parce que du coup, ils vont se mettre aussi sur la même ligne que moi. Hein, ils vont se mettre aussi dans leur mode mental adaptatif si j'emploie ces mots. La relativité, c'est est-ce que tout ça c'est si grave? Comment je pourrais voir les choses autrement aussi, d'un autre point de vue? Est-ce qu'il y a d'autres points de vue dans la salle?
Ça peut être aussi intéressant, hein, de pouvoir, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points de vue dans la salle? Pouvoir aussi avoir une réflexion un peu logique, hein, par rapport aux choses. Et puis, être dans son opinion personnelle, c'est-à-dire que oui, je peux avoir une opinion qui est différente des autres et je peux exprimer même mon opinion, même dans une salle hostile, hein, mais je sais pourquoi je le fais et j'assume pourquoi je le fais. Et j'assume aussi le risque potentiel, hein, d'avoir effectivement quelqu'un qui vient me contredire, etc. Mais en tout cas, moi, j'assume ça. Ouais, on est aligné. Justement, vous parlez de situations qui peuvent être conflictuelles, ne serait-ce que sensibles, ou voire parfois on a du mal à s'exprimer parce que l'enjeu dans lequel on se trouve fait qu'il y a un pouvoir hiérarchique assez important. On le voit souvent quand on dit posez vos questions et puis les gens n'osent pas parce que ils ont tendance à penser qu'ils vont être voilà, réprimandés potentiellement ou voilà, ils peuvent passer quelque chose dans l'entreprise après la session de questions. Donc il faut quand même faire attention. Mais parfois, quand on est en conversation avec un certain nombre de personnes, il y a de l'agressivité. Comment on gère cette agressivité? Je voudrais vraiment que vous nous donniez deux, trois astuces quand on est dans une forme de conflit. Par exemple, avec un autre collaborateur qui s'exprime et qui ne fait que vous contredire pendant une heure de réunion et qui parfois a un ton un peu hostile. Alors, première astuce, se gérer d'abord soi-même. Hein, c'est-à-dire, avant de gérer la personne hostile, moi, hein, on revient au début, hein, moi, comment je suis là, à ce moment-là, en ce moment. Parce que si je la gère, par exemple, en colère, ça va être difficile. Hein, donc, voilà, je peux, par exemple, essayer de respirer plus calmement, hein, faire attention à ma respiration, hein, pour calmer ma colère. Donc prendre conscience de sa respiration, hein, important. Prendre conscience de sa respiration, voilà. Hein, et peut-être allonger un peu l'expiration quand on est en colère ou même quand on a un peu peur. Voilà, hein, on allonge son expiration, ça va nous aider. En fait, hein, déjà à nous calmer. On peut s'ancrer aussi physiquement, hein, mettre bien les deux pieds dans le sol, bien le corps bien en appui sur ses deux pieds. Alors ça peut être assis ou debout, hein, mais pas être en déséquilibre, hein, et bien sentir le contact du sol avec ses pieds. Ça va nous aider à nous gérer nous-mêmes. Ça, c'est la première chose. Après, la seconde chose, je vais essayer de repérer si l'agressivité de mon interlocuteur, c'est un interlocuteur qui est plutôt sur la défensive, c'est-à-dire qu'il est en train de défendre une opinion, défendre un point de vue, défendre peut-être une valeur, où il se sent attaqué, et donc voilà, il va y avoir de l'agressivité, hein, par rapport à ça. Ou alors, est-ce que c'est de l'agressivité un peu plus froide, plutôt une tentative de déstabilisation, on va dire, que voilà, là, la personne, elle est en train plutôt d'essayer de me déstabiliser moi et n'est pas en train d'essayer de défendre une cause. Donc, je vais réagir différemment, en fait, selon ces deux comportements. Quand c'est de la colère, je vais être beaucoup plus dans l'écoute de la personne. Je vais le laisser parler, comprendre, reformuler. Hein, et puis après, voilà, être surtout dans les faits. Hein, être logique, concret, pouvoir apporter des solutions gagnant-gagnant. Voilà. Je vais être dans cet état d'esprit-là avec la personne. Donc dans l'empathie aussi, hein, parce que la personne qui est en colère, elle a des choses à défendre et ça se comprend. Donc vous dites que quand on a une personne en colère, le mieux c'est de reformuler avec ses propres mots ce qu'on a compris de cette colère. Donc ça peut être par exemple, je vois qu'au travers de ce que tu me dis, je ressens de la colère de ta part, et si j'ai bien compris, ce que tu veux me dire là, maintenant, tout de suite, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Comme ça, après, en fait, les deux personnes sont sur la même longueur d'onde. Hein, et à partir de là, on peut commencer à discuter. À partir de là, on peut commencer à voilà, entrer dans la négociation, on va dire. Hein. Donc, une fois que finalement, la personne a dit oui, c'est bien ça. C'est bien ce que tu me dis. Tout de suite, déjà, ça va calmer la personne. Hein. Donc, on va déjà voir que l'émotion va être descendue. Hein, le niveau de colère va être descendu. Et après, effectivement, on peut être dans la discussion, la négociation, les propositions, etc. Quand on vous écoute, finalement, on se dit, au fond, ça a l'air hyper simple. Il faut juste un peu plus s'écouter, prendre légèrement du recul à chaque fois qu'on est dans une situation qui nécessite une communication bienveillante, agréable, intelligente.
et que ça repose finalement, j'ai un peu ce sentiment-là en vous écoutant, sur deux types d'écoute, sa propre écoute, sa respiration, la pollution un peu mentale, et puis en même temps, être assez observateur de ce qui se passe en face sans porter un jugement permanent, hein. Vous savez que on peut parfaitement, je dis souvent d'ailleurs, que dans la moitié des questions qu'on pose, il y a souvent déjà la réponse, hein. Donc on vient juste valider ce qu'on pense et on transforme en question. Vous êtes d'accord avec ça, ces deux types d'écoute, je fais la bonne analyse de notre échange? Oui, oui, après, c'est simple théoriquement, hein. Après, voilà, ça demande pour certaines personnes de l'entraînement, on va dire. Mais en tout cas, on a tous les capacités de le faire. Hein, c'est ça qui est important. Donc, plus on va en prendre conscience, plus on va s'entraîner, plus ça va devenir simple, voilà, et automatique. Hein, et plus on va réussir finalement dans nos prises de parole. Alors, juste dernière question, Karine, parce que ça m'intéresse, et d'un point de vue peut-être plus scientifique, plus neuroscientifique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on connaît du cerveau, et notamment du cerveau émotionnel? Parce que le sujet qu'on aborde tous les deux, il est assez récent finalement dans la communication moderne. Oui, tout à fait. Alors, en fait, bon, la recherche sur le cerveau, elle continue. On découvre tous les jours des choses nouvelles sur le cerveau, hein. Donc, il y a plein de connaissances sur le cerveau et notamment sur l'aspect émotionnel. Alors, juste de manière très synthétique, on peut dire qu'on a 4 chefs d'orchestre dans notre cerveau. Le premier chef d'orchestre, celui dont je vous ai parlé au début, celui qui nous, par exemple, qui nous met sous réaction de stress, de peur, hein, c'est le chef d'orchestre qui va régir notre survie individuelle. Donc quand on est stressé, quand on a peur, quand on est en colère, quand on est triste, quand on est découragé, c'est cette partie du cerveau-là qui est active. Après, on a une deuxième partie, une deuxième gouvernance, comme un chef d'orchestre qui va gérer notre orchestre neuronal. Cette deuxième gouvernance-là, elle va gérer la survie du groupe, parce qu'on est des êtres humains qui vivent en groupe. Et donc, on va avoir des réactions tout à l'heure, quand je vous parlais de la réaction, la personne qui cherche à déstabiliser, hein, de manière délibérée, hein, qui peut être dans une agressivité, mais pas la même que la personne qui est en colère. Eh bien, c'est cette partie-là de son cerveau qui, à ce moment-là, va être active, hein, ce qu'on appelle la gouvernance grégaire. Voilà. Troisième gouvernance, donc on parle de la gouvernance émotionnelle. Alors là, elle porte bien son nom parce que c'est là où on a très nombreuses émotions. C'est la gouvernance en fait où est le siège de tout ce qu'on aime faire. Donc j'aime faire, ça me provoque du plaisir, donc l'émotion positive, de joie et de plaisir. Ou ben non, je n'aime pas, c'est pas bien, ça se fait pas ça. Hein. Effectivement, moi quand je prends, par exemple, je pourrais avoir des problèmes, ou des difficultés à prendre la parole en public parce que j'ai l'impression que je vais me mettre en avant et que ça se fait pas de se mettre en avant. Chez moi, dans mon éducation, dans ma culture, par exemple. Hein. Donc c'est important d'avoir aussi cette conscience-là. Et puis la quatrième gouvernance, celle dont j'ai parlé aussi un peu quand je parlais de l'adaptation du mode mental automatique, du mode mental adaptatif, excusez-moi. Le mode mental adaptatif, c'est la gouvernance adaptative, celle qui va nous permettre d'être serein et de nous adapter dans des situations difficiles, complexes, inconnues, celle effectivement où on peut être dans une situation de prise de parole en public quand les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu. Hein. Et à ce moment-là, il faut s'adapter. En fait, ce qui est important, en fait, c'est d'avoir conscience de ces 4 gouvernances et de me dire dans quelle gouvernance je suis et est-ce que c'est adapté et comment je peux en changer. C'est ça l'apport, en fait, effectivement, que peuvent apporter les neurosciences et les sciences du comportement, en tout cas une partie des apports. En tout cas, je peux souligner, Karine, que vous avez été dans une parfaite congruence sur cet échange. Je vous ai vu faire un certain nombre de gestes. Vous savez que moi, je m'intéresse beaucoup à ces sujets-là. Évidemment, c'est mon job. Mais je vous ai vu faire un certain nombre de gestes qui viennent en congruence avec à la fois ce que vous dites et ce que vous ressentez. Donc, ce qui prouve que la communication, effectivement, elle n'est pas que verbale, elle est aussi beaucoup non verbale. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était franchement très agréable et on a appris plein de choses. Je vous dis à très bientôt et puis une très belle année à vous. Merci beaucoup et à vous également. Au revoir, Karine.
Au revoir.